Ok les amis, bienvenue. On démarre une nouvelle semaine. Et voilà, je préfère l'annoncer dès le départ. Il faut l'intégrer dans nos esprits. La Fed ne procédera probablement pas à de baisse des taux d'intérêt cet été, voire même d'ici la fin de l'année. Donc déjà, ça, j'espère que ce point, il est acté. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que de manière générale, les marchés boursiers traditionnels vont être tendus et voilà, avec beaucoup de volatilité et que la prudence va dominer. Voilà. Même si la bourse risque de. Enfin, les marchés boursiers risquent de continuer à monter, on va avoir des tensions de plus en plus palpables. Plus le temps avance et plus les baisses de taux n'arrivent pas et plus on va avoir des tensions. Donc c'est juste simplement pour dire que les marchés vont rester sous tension quelques temps, voire jusqu'à la fin de l'année, avant peut-être l'éclat et voilà, les baisses de taux qui vont arriver pour stimuler à nouveau la croissance quand l'inflation aura bien baissé. Et d'ici là, peut-être que voilà, on aura enfin le jour de gloire et on verra d'ici là voilà, les taux baisser et le quantitative easing, l'impression monétaire revenir. Et là, les actions qui iront encore plus haut que ce qu'elles vont aller. Donc, ça, il faut globalement encaisser cette nouvelle. Les investisseurs ont quasiment digéré cette nouvelle et on va passer à d'autres choses. Donc, qu'est-ce qu'on a? On va voir ce qu'on a dans la semaine à venir. Donc, les événements clés de cette semaine à venir. Lundi, déjà, les marchés boursiers sont fermés. Donc, là, il est dimanche 26 mai. Il est 23 heures à l'heure où j'enregistre. Le temps que vous voyez la vidéo, certains vont le voir dans la foulée, dans la nuit, mais la plupart vont voir ça lundi. Mais lundi, en ce jour-là, laquelle vous allez voir cette vidéo, et pour la plupart, ou même les jours d'après, lundi, ce sera férié. Lundi 27 mai 2024 sera un jour férié pour cause de Memorial Day. Un jour de mémoire pour les États-Unis. Et les actions seront fermées. Sinon, ce qu'il faut retenir principalement, on va avoir le PIB américain jeudi. Ça, c'est très important. Jeudi, on aura aussi les résultats de Dell. Dell qui surperforme là. Dell qui vend ses nouveaux ordinateurs portables à la sauce, on va dire Microsoft, ARM, Qualcomm, tout ça là. La sauce intelligence artificielle. Donc Dell en ce moment qui explose. Et Dell qui pourrait alimenter voilà, toujours plus l'intelligence artificielle. Donc voilà. Et sinon, vendredi, l'inflation. Les chiffres de l'inflation. Donc, jeudi, c'est une journée. En fait, les jours les plus importants seront jeudi et vendredi. Jeudi pour le PIB américain et le chômage. Et vendredi, on aura, voilà, en plus de. Non, Dell, c'est jeudi aussi. Et donc, vendredi, on aura l'inflation. Et qu'est-ce qu'on aura d'autre? C'est tout. Donc juste l'inflation vendredi, mais c'est ce qui est le plus important, l'inflation. Et ensuite, vient après les chiffres du chômage et le PIB américain jeudi. Donc la journée la plus importante sera vendredi pour voilà, les données. Donc à retenir, c'est la fin de semaine qui va être importante cette semaine-là. Donc, euh, ensuite de ça, on va passer à quelques actions américaines. Google qui est critiqué car son IA là qui commet des erreurs. Par exemple, il cite que l'ancien président Obama est musulman. Donc vous voyez que, en plus, voilà, l'IA de Google est un peu mélangé par rapport au wokisme, le délire LGBT. Voilà, il mélange un peu les races, les trucs comme ça. Bon, Google doit travailler sur ça parce que ça pourrait être un problème. En fait, ils peuvent pas se permettre de prendre du retard ou que leur IA dise mal les choses ou des choses comme ça, parce que les autres avancent très vite. Donc, il va falloir qu'ils règlent ça très très vite. Maintenant, Google qui possède YouTube, faut savoir que YouTube, le YouTube francophone, Squeezie était le plus grand YouTuber français. Squeezie fait des divertissements, des choses comme ça. Je suis pas sa chaîne, mais je sais que c'est lié au divertissement et tout. Et il s'est fait dépasser par Thibaut InShape. Thibaut InShape, il est déjà connu à la base pour ses exercices au poids du corps à la maison, ses entraînements de sport au poids du corps. Et depuis, il s'est un peu diversifié. Il touche un tout, il parle de tout un peu sur sa chaîne. Eh bien, il est devenu le premier YouTuber français devant Squeezie. Donc c'est des gars
qui ont dépassé le million hein, d'abonnés, tout ça. Et qui sont très très suivis. Hein. Tout le monde connaît Thibaut InShape, tout le monde connaît Squeezie. Voilà, c'est des youtubeurs très reconnus. Ici, vous pouvez voir Thibaut InShape à l'œuvre dans ses vidéos ici. Voilà, je sais pas, il parle de quoi, mais maintenant il touche à tout. Donc voilà. YouTube, c'est un vrai business. Hein. Moi-même, je fais des vidéos. C'est pour attirer une communauté. Et quand plus vous allez avoir une communauté, plus vous allez avoir des vues. Et plus vous allez avoir des vues. Et plus, en fait, il va y avoir des pubs. Voilà, les pubs vont vous rémunérer. Et en fait, la visibilité peuvent attirer les sponsors, les choses comme ça. Et ensuite, vous pouvez être rémunéré par l'affiliation, par pas mal de choses. Vous pouvez vendre vos produits puisque vous avez une forte notoriété et ainsi de suite. Donc, c'est comme ça que ça marche. Le business en ligne, qui s'appelle, enfin, c'est comme ça que ça s'appelle. Et c'est un business qui vous permet d'être nomade à terme si vous percez. Et donc, c'est un business qui se rapproche de l'image de la liberté un peu financière, liberté géographique, tout ça. Donc, ne pas... Voilà pourquoi je suis sur YouTube aussi. Et donc, voilà. À chacun de trouver sa niche et de cravacher, et de sortir des vidéos, de sortir, de cravacher, jusqu'à qu'il y ait une communauté et qu'ils puissent en vivre. Pour ceux que ça intéresse, bien sûr. Donc, voilà. En attendant... là, le classement des hommes les plus riches au monde. Donc, un Français qui domine tous les Américains, là. Ici, Bernard Arnault, français, qui pèse 233 milliards de dollars devant Elon Musk. Voilà. Après, à terme, puisque, en fait, LVMH, c'est devenu une entreprise assez mature. Amazon, Meta, Oracle, Berkshire Hathaway, Microsoft sont tous dans une ère un peu ou dans une étape de maturité pour les entreprises. Par contre, Tesla, il n'y a encore rien qui est fait. Et Tesla, ça promet avec les véhicules autonomes, les robots Optimus. Voilà. Tesla, il y a les superchargeurs, tous les modèles qui ne sont pas encore sortis ou qui débutent à peine. Enfin, voilà. La petite berline pas chère. Enfin, il y a un pont de croissance phénoménal. Et donc, Elon Musk va certainement repasser devant Bernard Arnault. Et Tesla, c'est qu'une partie des entreprises d'Elon Musk. Hein. Elon Musk a X, anciennement Twitter, dans le privé. Et il possède aussi voilà, Hyperloop, Starlink, SpaceX. Voilà. Il y a quoi encore? Il y a le truc des Neuralink, là, les implants. Enfin voilà, c'est gigantesque. Donc, Elon Musk, il pourrait dépasser hein, les 1 trilliard hein, de fortune personnelle. Avec tout ce qu'il prépare, il peut aller très haut. Donc, on verra ça. Mais en tout cas, en attendant, c'est un Français, Bernard Arnault, qui est en tête avec le luxe, son secteur, le luxe. Donc, pas mal en tout cas, bel exploit. Maintenant, la Chine. On va passer aux actualités asiatiques. La Chine qui met fin au jeu de guerre. À Taïwan qui détaille l'arrivée d'un avion de guerre et d'un navire de guerre. Donc, en tout cas, la Chine a mené des exercices militaires autour de Taïwan en répression, on va dire, au discours du nouveau président de Taïwan, qui était assez agressif, tout ça. Bah, la Chine a lancé un exercice qu'ils ont dit de punition pour punir un peu le discours du nouveau président de Taïwan. Et donc, le président de Taïwan, justement, qui a fait preuve de bonne volonté et qui s'est un peu calmé et qui a un peu adouci la situation. Il a amené la Chine à des discussions. Il emmène la Chine à avoir des discussions et surtout, il est pressé de renouer des contacts, voilà, de liens, voilà, par rapport à la Chine. Voilà, il s'assoit à une table et qu'il soit cordial. Donc il a mis un peu d'eau dans son vin et il a calmé un peu la situation. Parce que là, il a énervé la Chine et là, il s'est un peu calmé là. C'est cette personne-là, Lei Ching-te, qui a un peu énervé les Chinois et c'est pour ça qu'on a eu des exercices militaires autour de l'île. Voilà. Maintenant, dans le conflit plus vers l'Europe. L'Europe qui se prépare à la guerre avec la Russie, déclare le Premier ministre de Hongrie, Viktor Orban. Donc d'après lui, l'Europe prépare une guerre, ou se prépare à la guerre face à la Russie. Donc c'est ce qu'il a déclaré.
Et il y a de quoi, hein, quand on voit. Pour moi, en fait, l'Europe cherche, en tout cas. Bon, bah, c'est les États-Unis hein, derrière qui manipulent tout ça. Mais une guerre contre la Russie pourrait invoquer la loi martiale pour les présidents, ce qui ferait que Macron et Biden, qui sont en fin hein, de mandat, pourraient, parce qu'une guerre ça dure des années, hein, et pourraient en fait invoquer la loi martiale et rester plus de temps que prévu, exactement comme l'a fait Zelensky. Zelensky, il est illégitime, il a déjà dépassé son mandat, et bah, il est resté président parce qu'il y a comme une loi martiale pour son pays. Et donc, voilà. C'est peut-être ce que cherchera à faire Macron et ou c'est peut-être dans les plans à cacher un peu une éventualité, une option pour Biden et Macron qui risquent de se faire doubler par Trump pour Biden ou par Le Pen plus tard aux élections présidentielles futures là, de 2027 pour Macron. Donc, faut voir. Donc, à voir en tout cas. Mais regardez cette sorcière là. Préparez-vous à la guerre avec la Russie. Donc la présidente de la Commission européenne exhorte l'UE à se préparer à la guerre et à investir dans le nouveau système d'armes et dans la production de munitions. Donc von der Leyen va en guerre. Voilà. Elle est mise en place pour ça. Et voilà. Elle est prête pour emmener l'Europe à la guerre. C'est pour ça qu'il faut se débarrasser d'elle. Donc voilà par rapport à l'actualité macroéconomique, géopolitique, financière. Alors, donc attendez, le son. Alors, j'essaye de. Voilà, désolé. Il y avait le son là. Ah, j'essaye d'enlever le son. Voilà, c'est bon. Donc, on va passer aux crypto. Et là, Donald Trump, je verrai à ce que l'avenir de la crypto et du Bitcoin se fasse aux États-Unis. Je soutiendrai le droit au self-custody, au droit de garde des cryptos pour les gens, et, des 50 millions de détenteurs de crypto du pays. Je garderai Elizabeth Warren, qui est cette dame-là, c'est une anti-crypto, là, Elizabeth Warren. Et il dit que je garderai Elizabeth Warren et ses sbires loin de votre Bitcoin. Oui, et je ne permettrai jamais la création d'une monnaie numérique de banque centrale. Donc c'est assez incroyable tout ce que le secteur de la cryptographie, tout ce que les gens qui sont dans la crypto espéraient, Trump l'a dit. Donc je ne sais pas ce qui lui est passé par la tête. Bien sûr, c'est politique, hein. Voilà, on n'est pas naïf. Il fait ça pour avoir des voix, on le sait, mais c'est exactement tout ce qu'on voulait. Ça, c'était un peu un discours que Robert Kennedy, l'autre candidat présidentiel, qui malheureusement ne sera pas élu ou voilà, qui a trop peu de chances d'être élu, disait. Mais là, Trump, il a complètement changé de perspective. C'est à peine croyable ce qu'il dit. Il fut un temps, même il y a 2-3 ans, il était un peu anti-crypto ou pas trop crypto. Et il était à fond sur les monnaies numériques des banques centrales, enfin les CBDC. Il voyait un remplaçant du dollar et il favorisait plutôt le dollar. Maintenant, exit tout ça. Il va empêcher CBDC qui contrôle. Et il a compris, hein, parce que de toute façon, Trump, il est un peu victime du système, de ce système un peu voilà, qui manipule les gens. Et donc maintenant, il est totalement contre. Et il va dans le sens de la liberté un peu, voilà. Et il va défendre les cryptos. Pour nous, pour tout investisseur et pour tous ceux qui aiment les cryptos, on a notre candidat tout choisi, hein, tout trouvé, hein. Trump est la personne. De toute façon, non seulement parce qu'il va mettre fin à la guerre en Ukraine, tout ça, et il va ramener un peu la paix dans le monde. Parce que, contrairement aux démocrates, Trump n'a jamais fait de guerre. Et en plus de ça, il est pro-crypto, c'est du tout bon, hein. Espérons qu'il gagne aux élections en novembre et qu'on se débarrasse de Biden et par la même occasion de Gary Gensler et Elizabeth Warren et toutes ces sbires là, voilà, anti-crypto là. Donc en tout cas, c'est magnifique. Et Trump qui, voilà, hein, regardez ça, c'est son discours sur son réseau social Truth. Et son réseau social qui n'a pas l'air de trop marcher, hein. L'action s'effondre en bourse et tout ça. Mais en tout cas, bref, par rapport à ça, en tout cas, sur son réseau social, il a déclaré: je suis très positif et ouvert d'esprit à l'égard des sociétés crypto et tout ce qui concerne ce nouveau secteur en plein essor. Notre pays doit être le leader dans ce domaine. Donc voilà, hein, Trump, ça y est, il s'est transformé en pro-crypto là. Il est totalement fan des cryptos. À peine croyable. Bon, il veut se mettre... voilà. C'est parce que c'est un gros secteur, hein.
la cryptographie, il sait qu'il peut avoir des fonds impressionnants provenant de la cryptographie, des fonds qui viendraient de Coinbase ou des choses comme ça. Coinbase Venture Capital, hein, parce que Coinbase, ces entreprises-là, ils ont des fonds, ils ont incroyables. C'est des fonds qui pourraient aider Trump à la victoire finale. Donc, il n'est pas contre Trump, hein. C'est un homme d'affaires, faut pas l'oublier. Et là, il se met à faire de la crypto. Après, je pense que il reviendra pas sur ses paroles, hein. Enfin, ce qu'il a dit là, il va vraiment tenir. Voilà. Il va vraiment s'en tenir. Et bah, pour notre bonheur, hein, finalement, tant mieux, hein. En plus, il est largement favori. Donc je crois que ça va être un élan incroyable pour la crypto. Je pense que c'est ça qui va peut-être emmener le Bitcoin à au moins 150K ou des choses comme ça. L'élection en novembre va pousser peut-être les cryptos. Donc on verra ça, mais c'est peut-être à partir d'octobre-novembre, hein, que ça va exploser. Puisque les ETF Ethereum aussi, là, on va revenir sur ça juste après. Mais il semblerait que les ETF Ethereum vont être lancés d'ici quelques mois. Et donc peut-être après l'été. Donc c'est finalement peut-être après l'été qu'on va avoir la poussée des cryptos. Mais bon, on va aller voir les cours du Bitcoin là pour voir ça. En tout cas, juste pour prévenir, ici, on a des chiffres assez étonnants ici qui disent que, alors, 60% des investisseurs américains en crypto ne comprend même pas la technologie blockchain, selon une enquête récente. Donc plus de la moitié des investisseurs là, des gens qui investissent en crypto, et je sais, hein, je sais qu'il y en a, j'ai des amis qui possèdent la crypto, qui comprennent rien, mais c'est plus de la moitié de la population, hein, qui investit en crypto, qui ne sait même pas ce qu'est la technologie blockchain et tout ça. Donc c'est assez impressionnant. Donc ça va se démocratiser avec le temps. Les gens vont de plus en plus comprendre la technologie blockchain et la crypto. Mais la plupart investissent juste pour les gains, bien sûr, se faire des gains rapides. Mais ils ne connaissent même pas la crypto, le Web3, tout ça. Donc c'est assez incroyable. 35% des investisseurs en crypto n'ont pas confiance en leurs connaissances sur les cryptos. C'est quand même pas mal, hein. Les gens n'ont même pas confiance, ne savent même pas trop. Bon, c'est assez incroyable en tout cas. On va s'arrêter sur ça, il y a beaucoup d'infos. Mais bon. Ici, ils disent que c'est la génération X, hein, la plus intéressée. La génération X, c'est les ados là. Les adolescents, tout ça. Donc c'est eux qui sembleraient le plus intéressés. Ou la génération aux alentours de la vingtaine, tout ça. C'est eux qui sembleraient le plus intéressés. Donc, tac, 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 voilà. Impressionnant, hein. C'est impressionnant. Donc, on va analyser les prix des cryptos et ensuite faire quelques revues crypto et en finir là. Donc, le PDG de Strike voit Bitcoin à 1 million de dollars dans ce cycle-là. Moi, j'y crois pas du tout. Donc, ça, c'est une information, je vous la passe quand même. Parce qu'il y a des enfin, c'est des PDG, c'est des multimillionnaires, voire milliardaires. Bon, on va quand même passer l'info. Mais 1 million à ce cycle, c'est impossible. À moins que le cycle dure plus longtemps que prévu et qu'il y ait vraiment tout le monde s'y mette. Mais en fait, pour que le Bitcoin aille à 1 million, il faudrait imaginer que tout le monde possède du Bitcoin et tout le monde fait des transactions en Bitcoin, ce qui n'est pas possible. Donc, on va viser déjà les 150, 300 000 dollars pour le Bitcoin. Ce sera déjà bien pour ce bull run. Et on verra pour les 1 million d'ici 2030 ou au-delà. Mais là, il s'enflamme un peu trop, là, le PDG de Strike. C'est 1 million, ça me paraît trop loin. On verra, mais bon. En tout cas, voilà, mode d'attaque du Bitcoin, Bitcoin fixé à 150 000 dollars. Donc après le halving là, voilà, là c'est plus correct. Le Bitcoin serait fixé, ou la target là pour le Bitcoin là à venir serait les 150 000 dollars. Là, c'est plus raisonnable. Je serais plus d'accord avec ça. Je pense que c'est ce qui va à peu près se passer d'ici la fin 2024. Donc on verra. En tout cas, voilà. Ici, on est dans le breakout à l'heure actuelle où on va tester ce breakout. Et là, ça nous promet d'aller bien plus haut à court moyen terme. Donc, c'est ce qui nous est présenté. On a déjà eu cette situation dans le passé. Qu'est-ce qui s'est passé? On a eu un long rallye qui nous a amené jusqu'en haut là, ici. Vous voyez? Donc là, ici, on va à nouveau casser. Et on pourrait avoir un long rallye qui nous mènerait justement jusqu'au 140, 150K. Peut-être. L'histoire se répète ou pas. On verra en tout cas.
Maintenant, il y a des indicateurs, parce que c'est bien d'annoncer des prix, mais il faut qu'il se passe des choses aussi. Et là, regardez, pendant que vous, là, et là, quand on regarde surtout à la fin, on voit que le prix du Bitcoin baisse et se stabilise. Il est passé de 70K à 60, 63 et ça se stabilise. Et pendant ce temps-là, regardez, l'achat en bleu là, violet, c'est l'achat de Bitcoin des baleines. Et regardez, les baleines achètent comme jamais auparavant. Donc pendant que les gens la stabilisent, vendent et attendent peut-être qu'il y a une nouvelle enflammade par rapport à l'ETF Ethereum Spot ou Bitcoin, pendant que les gens vendent parce qu'ils ne savent pas trop, les baleines, elles, les baleines, c'est les investisseurs qui possèdent plus d'1 million en patrimoine de Bitcoin ou de crypto. Voilà. En général, de Bitcoin ici, là. Mais c'est ou plus de plusieurs milliers, hein, plus de 500 000 euros. Voilà, c'est des énormes portefeuilles en Bitcoin. Ceux qui possèdent énormément d'argent sur les cryptos ou en Bitcoin. Et bah c'est ces genres de profils là d'investisseurs. Regardez comment ils accumulent, ils achètent. C'est explosif. Vous voyez la courbe là? C'est une ligne droite. Donc eux, ils achètent comme jamais, hein. Là, il y a une explosion d'achat des baleines. Les baleines se positionnent. Parce que ça y est, l'heure est arrivée. Ça y est, on a assez... depuis qu'on est monté à 70 000 là, on a passé 70 000 là. Depuis, Bitcoin est en difficulté là. Ça fait 1 ou 2 mois là. Ça a du mal à se relancer. Bah justement, on est arrivé là à un point où ça va redécoller. Et là, ça promet là. Donc sous peu là, ça pourrait repartir, hein. Je vous ai montré le chart juste avant. On peut aller chercher 150 000. Est-ce qu'on va le faire maintenant, après cet été, novembre? En tout cas, d'ici la fin 2024, il y a des fortes chances qu'on soit dans les 150, entre 100 et 150 000 dollars là. Donc on verra ça. Maintenant, quand on regarde les prix, regardez, c'est à chaque fois la même chose. Voilà, rond vert, explosion jusqu'au rond jaune. Ici, c'est la même chose. On est en 2024, on est dans le rond vert. Maintenant, sous peu, comme je viens de vous le dire, on attend l'explosion qui va nous amener jusqu'à un point jaune en haut. Donc, c'est ce qu'on attend. C'est ce qu'on attend, on y est. Voilà. Et là, regardez, au niveau du RSI, on est tout en bas. Donc, ce qui nous attend principalement, c'est la hausse là. Principalement, au niveau du RSI. Donc, voilà. Chart très pertinent. On verra si ça va se passer comme ça. Je dirais plutôt moins 70-30 que ça se passe comme ça. Après, on n'est jamais sûr de rien. Donc, voilà. Juste, je vous montre le chart. Et donc, voilà. Ça, c'était pour Bitcoin surtout. Ethereum et Bitcoin, le prix de l'Ether va-t-il s'accélérer? Tout le monde se pose la question. Ethereum, là, ne fait pas trop de mouvements. Là. Ethereum est plutôt à plat, aux alentours des 3700, 3800. On a du mal, mais en fait, il y a une nouvelle qui a refroidi un peu. On a une excellente nouvelle, hein, sur Ethereum. Les ETF Ethereum Spot ont été validés. Ça veut dire que ça y est, c'est acté. Mais le problème, c'est que nous, on pensait que ça allait être dans la foulée, que ça allait être vite validé et et les investisseurs allaient commencer à acheter ça en bourse et tout ça. C'est pas vraiment ça. En fait, il y a un deuxième formulaire à faire passer pour l'approbation réelle des ETF Ethereum Spot. Et ça pourrait durer plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Et c'est là où Ethereum s'est calmé drastiquement. Et les investisseurs sont en attente par rapport à Ethereum. Ils ne savent pas trop. Parce que les investisseurs veulent capter la plus grosse valeur vite. Et ils n'aiment pas perdre leur temps et poser de l'argent et attendre plus tard, après 3 mois, que ça explose. Ils veulent que ça explose tout de suite. C'est ça le piège en même temps. Normalement, je recommande d'acheter. Pas un conseil en investissement, mais normalement, ce serait mieux de se placer avant que ça arrive. Avant que ces événements-là et que vous avez des explosions des cours et tout ça, de la crypto et tout. Mais bon, en tout cas, voilà, hein. Il faudrait se positionner sur Ether avant qu'il se passe des choses. Maintenant, on va voir. Maintenant, en tout cas, excellente nouvelle, hein. Joseph Lubin, l'un des créateurs d'Ethereum, qui est maintenant le PDG de Consensus, derrière MetaMask, là, le meilleur wallet, le wallet numéro 1, là, le portefeuille numéro 1, pour accéder aux écosystèmes des cryptos. Donc là, l'approbation de l'ETF Ethereum change tout, selon Joe Lubin, cofondateur d'Ethereum et de Consensus. Je pense que cela change la donne. Il estime que la politique guide désormais la réglementation crypto, et c'est une bonne nouvelle pour l'industrie. Je pense qu'il s'agit désormais d'une question publique extrêmement importante, et cela l'emporte. Il a raison, hein. Là, il dit que c'est une question politique maintenant. Et bah, c'est vrai, hein.
Et vous avez vu à la vitesse à laquelle la SEC a changé son fusil d'épaule par rapport à Ethereum et sa classification, c'est du jamais vu. Tout le monde pensait que la SEC allait refuser et que ça allait repousser en octobre, voilà, voire août, enfin voilà, voire au-delà de tout ça, là, même vers la fin de l'année même. Et d'un coup, la SEC a dit non, non, voilà, préparez tout, et on va valider les ETF. Et Ethereum est une commodity. Fin. Donc tout le combat là, pendant des années face à la SEC, ça y est, ils ont enlevé tout ça. C'est là que vous voyez que c'est politique. Hein. Ça a pu ça de loin. Vous sentez ça de loin, vous voyez. Donc voilà. Maintenant, un fait très intéressant là, c'est ça m'intrigue. Le portefeuille fantôme, le wallet, c'est des extensions navigateurs, ça allait au fantôme, MetaMask. C'est pour vous aider à accéder à la DeFi ou au NFT. En fait, c'est la porte d'entrée vers la blockchain, vers les protocoles de la blockchain pour accéder aux services. Vous devez passer par ces portefeuilles, créer une sorte un mot de passe et un code et un identifiant. Et là, vous accédez à la blockchain ou au projet de la blockchain. Et vous avez MetaMask qui est le numéro 1, mais vous avez Phantom. Et Phantom, là, regardez, c'est en train de dépasser Snapchat en termes d'appli téléchargées, même Cash App, même Facebook et Roblox. C'est impressionnant. Hein. Donc là, ça m'intrigue parce que j'essaie d'anticiper, de voir les perspectives que ça pourrait amener. Et là, j'ai l'impression que finalement, l'adoption va peut-être venir de là. Par rapport au portefeuille et l'expérience mobile un petit peu, je pense que on est sur ce chemin-là. Je surveille ça de près. En tout cas, voilà, et ça reste Phantom est l'application de finance la plus téléchargée aux États-Unis, en tout cas. Donc c'est impressionnant. Ça veut dire quelque chose. Il y a quelque chose à creuser dans ça. Et moi, comment je vois la chose? Je vois que l'adoption va arriver par là, pour accéder au protocole de la DeFi là, ou au projet des écosystèmes des blockchains. Je pense qu'on va passer par ces portefeuilles là, ces wallets, et on va faire de la DeFi, des NFT et pas mal de choses. Ça sent comme ça. Et en plus, Solana qui apporte l'expérience mobile, je sens que Solana et Phantom, ils sont sur le bon là, ils sont sur les bons rails pour l'adoption massive. Je pense qu'ils sont en train de d'écrire quelque chose là. Donc voilà par rapport à ça. Dernière actualité, justement Ethereum là, qui qui est là à plat, mais c'est pas le cas des protocoles qui sont dans l'écosystème d'Ethereum. On a vu Uniswap, Ondo, vous avez d'autres projets là, le PP. Tous, ils ont tous ces projets qui sont basés, même AAV pour les prêts et les emprunts. Tout ça, ça a explosé là. Et d'ailleurs, on va aller voir ça. Je ne sais pas s'ils sont encore là. Bon, là, c'est redescendu un peu. Sur la semaine, regardez. Vous voyez, regardez. Ceux qui ont le plus explosé, là, vous voyez là, les ronds jaunes. PP, c'est sur la blockchain d'Ethereum. Lido, c'est le stacking. C'est le plus gros projet de stacking pour déléguer vos cryptos pour toucher des intérêts. Ça, c'est le protocole phare qui est sur l'écosystème Ethereum. Mais Lido est un peu diversifié sur d'autres blockchains, mais c'est principalement Ethereum. Uniswap, c'est le plus grand DEX au monde, l'exchange décentralisé, pour vous permettre d'échanger vos cryptos, de swapper sur la blockchain, vous swappez les cryptos. Bah ça, Uniswap, c'est le DEX phare de l'écosystème Ethereum. Ondo, c'est les nouveaux là, pour la tokenisation des actifs réels, là, pour obtenir, en fait, convertir des bons du trésor ou des actifs américains sur la blockchain. Et bah, c'est Ondo qui fait ça. Vous voyez? Donc voilà, hein. Même le reste, hein, tout le reste, la plupart, ENA, c'est lié à Ethereum. Voilà, AAV, prêt et emprunt, tout ça, voilà. Et c'est pour ça. Et en par ailleurs de ça, Polygon, qui était l'un des plus gros projets, des projets phares de 2021, qui a le plus monté avec Solana, tout ça, eh bien, Polygon qui recommence à avoir du volume là. Ça, c'est assez intéressant. Polygon Proof of Stake a enregistré plus d'1 million d'adresses actives quotidiennes pendant 65 jours consécutifs. Donc là, il y a des gens qui reviennent sur Polygon. Donc, très très intéressant ça. Ça montre que l'attractivité là sur l'écosystème Ethereum revient. Et c'est pour ça que je vais rester sur Ethereum plus que sur le Bitcoin dans les prochains mois, en attendant d'avoir de la liquidité, bien sûr, tout ça. Mais ce qui se passe là, c'est fort intéressant. Et je pense qu'Ethereum là va bientôt reprendre feu là. Parce que dans son écosystème, ça s'allume déjà. Donc voilà par rapport à ça. Donc on en a fini avec cette vidéo.
29 minutes. Bah, je vais couper comme ça, on en reste à moins de 30 minutes. Donc, Spartiate, force à nous, hein. On se retrouve dans une autre vidéo d'actualité. Bonne soirée à tous. Allez, à plus.